Nasrin Saab, vous êtes libanaise, vous êtes cinéaste et votre raison d'être aujourd'hui, nous l'avons intitulée Créée à Beyrouth. Vous me direz si ce titre vous convient. Je voudrais vous présenter avant de parler du film que vous préparez donc aujourd'hui sur Beyrouth, votre ville. Vous avez déjà fait plusieurs films et documentaires, ceci, alors que vous préparez maintenant un film de fiction. Vous avez donc fait une série de films documentaires sur le Liban, une série dont un film qui s'appelait Beyrouth, ma ville, qu'on a pu voir à FR3 en France, et puis d'autres films de reportages sur l'Égypte, sur le Sahara, des films qui ont été vus un petit peu partout en Europe. Et puis aujourd'hui, vous venez d'écrire ce scénario, un très beau scénario, puisque je l'ai lu, je peux le dire, et vous essayez de monter un film dans des conditions toujours difficiles de toute façon, qui sont de monter un film, mais peut-être particulièrement pour vous, puisque on connaît la situation à Beyrouth, et c'est là-bas que vous voulez tourner. Oui, en fait, si on récapitule un peu, c'est 9 années de guerre, donc 9 années de documentaires sur le Liban, entre autres, et maintenant l'envie de décoller de cette réalité qui commence à me peser, comme à peser à tous ceux qui vivent la guerre, et peut-être une façon de m'en sortir, de survivre, puisque je suis restée vivante en niant à chaque fois la guerre, peut-être par ces films que je faisais. Mais cette fois-ci, c'est devenu beaucoup plus lourd. C'est peut-être le poids des 9 années. Donc l'envie de faire une fiction. Alors pendant 9 ans, c'était impossible, du moins dans ma tête, parce que la réalité était très très forte. Il y avait encore, disons, pour simplifier les choses, on pouvait être avec ou contre, on pouvait se situer d'un bord ou de l'autre. Et je me souviens, je tenais le discours, c'est pas possible de pas s'impliquer. Ceux qui sont simples spectateurs et voyeurs, je leur en voulais pratiquement. Et puis, un jour, du moins c'était cet été, la situation s'est complètement décomposée. C'est-à-dire que c'est le moment où je considérais que je pouvais plus regarder les gens dans les yeux et les gens pouvaient plus me regarder dans les yeux parce que la violence a atteint un tel point qu'il n'y avait plus de critères. Toutes les notions, les idées qu'on pouvait avoir, les pensées auxquelles on pouvait se rattacher se sont effondrées parce que tout le monde a massacré, tout le monde a tué, tout le monde a fait fi de toute idée, même pas, j'enlève le mot idéologie. Et moi aussi, je me suis retrouvée cassée, même pas l'envie de témoigner. Témoigner sur quoi? Donc, j'ai considéré que on pouvait maintenant rejouer, ne serait-ce que pour peut-être retrouver des idées. Or, et le pays ne pouvait plus exister que par des individus, des individualités. J'en étais une, et parce que j'avais pas envie de quitter cette terre, de quitter ce territoire même géographique qui me séduit de par sa façon d'être, de par tout ce qu'il représente, de par la magie qui existe dans ce lieu. Et par conséquent, j'ai eu envie de créer. Oui, le titre est très bon, je veux bien l'accepter. Donc, je me suis mise, en fait, c'est depuis 3 ans que j'essaye d'écrire cette histoire. J'ai écrit l'histoire et le scénario, je précise, a été écrit par Gérard Brage, qui est l'auteur de pratiquement tous les films de Polanski, d'Identification d'une femme d'Antonioni. C'est-à-dire vous lui avez proposé votre histoire et vous avez travaillé avec lui ou vous l'avez laissé ensuite écrire le scénario? Oh, c'est un très très long cheminement. J'ai proposé l'histoire et puis pendant 2 ans, il m'a fait traîner en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, il m'a fait traîner? Il a essayé de me découvrir, de me saisir, de comprendre ma sensibilité. Et puis, moi je suis peut-être, je sais pas, c'est naïf de le dire, mais je suis quelqu'un de très naïf et j'avais envie de garder cette naïveté. Et en fait, je l'ai peut-être cultivée face à toute l'horreur que j'ai vue et que j'ai vécue pendant ces 9 ans. C'était un peu un moyen de me défendre. Et j'avais envie de raconter peut-être des choses très dramatiques, de raconter une génération, la mienne, du moins pour élargir, disons, celle des 30-40 ans, qui avait connu une époque, qui avait connu une culture, une façon de penser, et qui se retrouvait aujourd'hui devant rien, devant zéro. Et en même temps, raconter cette génération qui montre que je ne comprenais pas, qu'on ne comprend pas et qui nous effraie, et qui est celle de la violence. Mais j'avais envie de raconter tout ça comme un conte des 1001 nuits, comme un conte oriental, parce que finalement, j'ai l'impression que ces 9 ans sont passés, que c'était, comme on dit en anglais, nowhere, comme s'il y avait eu un trou, et que subitement, je me retrouvais... J'avais pas senti passer ces 9 ans, et Dieu sait si je les ai sentis passer, c'est tellement plein de contradictions. Donc j'avais envie de raconter ça,
Et je me disais, le cinéma, c'est quoi? C'est en fait une sorte de jeu, c'est reconstituer une réalité. Et peut-être parce que vraiment tout s'est effondré que je reconstitue une réalité. Je ne sais pas si les autres cinéastes fonctionnent comme ça, mais là-bas, c'est tellement accroché à cette réalité que j'ai envie de la faire exploser. J'ai pas les moyens, je suis complètement impuissante sur le terrain, réellement. Donc, aujourd'hui, je me dis, allez, on va tenter, c'est un pari, on va jouer. Cette cassure dont vous parlez, qui est intervenue cet été, vient du fait que les Libanais se sont mis à se battre entre eux, au fond. C'est cela que vous ne supportez pas. Ils se battent entre eux depuis 9 ans. Ils portent une grande responsabilité. Et là, il y avait plus de... Ils se sont massacrés, ils se sont vidés géographiquement de leur lieu. Comment l'avez-vous vécu, vous, quotidiennement? Où vivez-vous à Beyrouth? Eh bien, moi, c'est très étrange. Moi, je suis au bord de la mer, sur ce qu'on appelle la Corniche, l'avenue de Paris, pour rester en France, et à côté de l'ambassade d'Amérique, qui est complètement détruite. Donc, face à moi, j'ai un immeuble complètement détruit. J'ai aussi la mer. Et j'ai aussi face à moi la flotte française, les bateaux américains. Disons que je suis au cinéma du matin au soir. Bon, ce sont ces énormes bateaux, mais qui pour moi apparaissent comme des petites barques minuscules. Mais il y a des jours où j'arrivais plus à regarder la mer, parce que la mer, c'est quelque chose qui vous calme, et là, elle devenait violente. J'allais me mettre de l'autre côté pour regarder un immeuble laid, histoire de me sentir sécurisée, de refuser cette violence qui venait même de la mer, même des choses naturelles. Et j'étais donc à Beyrouth, et il y a eu un moment où on ne pouvait plus bouger de chez soi. Il y a un moment où on avait cette ville qui est en fait cosmopolite. Et c'est ça sa force, c'est que cette ville est une formule séduisante pour l'esprit, parce qu'il y a, je sais pas, 18 communautés dans cette ville. On parle différentes langues, on pense de différentes façons. Subitement, il y a une frayeur, on n'osait plus cohabiter avec l'autre, puisque l'autre pouvait vous massacrer. C'est vrai que ça se passait pas vraiment dans la ville, mais un peu plus loin, mais les répercussions étaient très proches, les vibrations étaient très très proches. Et il y a eu une sorte d'immobilisme qui nous a atteints. Moi-même, qui étais en train de préparer ce film de fiction, je me suis arrêtée net pendant 15 jours et je pensais que tout s'effondrait. Et je ne suis pas la seule. D'ailleurs, si je regarde aujourd'hui les gens autour de moi, moi j'ai eu la force, à un moment donné, de me dire, bon, il est temps de devenir spectateur et d'attendre, de voir qu'est-ce qui va se passer et pour me remonter, de continuer à fonctionner moi-même, comme j'ai raconté tout à l'heure. Mais je regarde un peu les gens autour de moi. Finalement, ils sont tous atteints de cet immobilisme. C'est un peu des morts vivants. D'autant plus que même physiquement... Vous parlez là de vos amis, des gens avec qui Oui, je parle de la ville, de mes amis qui vivent dans cette ville, qui ne sont pas partis. Parce qu'il y avait un choix. Alors, soit on part et on se dit, moi je ne supporte pas ça, je n'accepte pas cette violence, on plie bagage et on émigre le temps de retrouver, de voir ce qui va se passer. On s'installe au Canada, à Paris, à Londres, bon... Puis il y a ceux qui ne peuvent pas partir et ceux qui choisissent de rester pour différentes raisons. Mais ceux qui choisissent de rester se replient sur eux-mêmes. Et ils sont tellement agressés tous les jours, la situation va tellement vite. Un jour, on fait un attentat contre l'armée américaine et l'armée française. Un jour, c'est contre un immeuble où habitent des sunnites, c'est-à-dire des musulmans sunnites. Un autre jour, c'est des druzes. Et même si vous êtes à 300 mètres de là, elle vous atteint, la guerre. Donc, il n'y a plus de place où réellement vivre. On se replie sur soi. Et on se replie même sur sa propre maison. Mais en fait, le plus dangereux, c'est qu'on se replie dans son esprit, on ne fait plus rien. Et les gens vous regardent et ne supportent même pas que vous agissiez. Alors c'est là qu'on en revient au titre de notre émission. Vous vous tentez de créer. Est-ce que vos amis comprennent votre démarche? Avec beaucoup de mal. Et même inconsciemment, ils me cassent, donc je les fuis. Inconsciemment, ils me traitent de... Bon, c'est un grand mot, ils me disent « tu es folle, tu n'y arriveras jamais ». Mais moi, je sais que c'est possible. Et dans plusieurs domaines, j'ai senti des gens comme moi. Mais c'est vraiment des individus séparés. Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui, quand on suit les nouvelles à Beyrouth, qu'il y a des gens qui décident d'ouvrir un bar et une boîte de nuit? Bon, c'est la chose qui existe dans une normalité, comme une ville comme ici ou ailleurs, où les choses fonctionnent. Est-ce qu'on peut croire que, je ne sais pas, on a la dernière mode à Beyrouth. Les Japonais, ils font fureur. Et, les plages sont pleines. Les plages sont pleines en été, mais comment expliquer? C'est qu'il faut très très vite, c'est comme quelqu'un qui tombe de moto ou fait un accident de ski. Il tombe, le lendemain, il reprend sa moto ou il chausse ses skis pour redescendre. Et c'est un peu, la vie, c'est pareil. Alors, on a la mort qui est juste à côté, il y a un moment de cassure, puis le lendemain, on se dit, moi j'ai le droit de vivre, et on reprend. Et ça devient presque inconscient. Et en même temps, il y a une sorte de
disons, de flirt avec la mort. Il y a une période, prenons sur 9 ans. Au début, elle vous séduit. Ça dépend qui vous êtes. Elle vous séduit jamais pour se mettre dessous, tant qu'elle est à côté. Parce qu'évidemment, on pense toujours qu'elle viendra jamais sur vous. Bon, au début, on est là, on est un peu excité par tout ce qui se passe, de flirter avec, de passer à côté. On joue. C'est un peu aussi le phénomène des journalistes, disons en tant que poussé à l'extrême. Parce que j'allais vous le dire, vous aviez là-dessus quand même un regard de reporter. C'est vrai que vous j'étais avez journaliste beaucoup de l'intérieur, que j'avais un avantage sur les autres. Mais j'ai vu d'autres gens, d'autres milieux, la jouer un peu de cette façon. Mais disons que côté journaliste, cinéaste, c'est là où c'est poussé à l'extrême. Bon. Et puis petit à petit, elle commence à vous user de l'intérieur. Vous voulez pas le savoir, alors on peut la fuir, on peut s'en aller. On s'en va, on vient par exemple à Paris ou dans n'importe quelle ville. Est-ce pour cela, Jocelyne Saab, que vous êtes partie tourner en Égypte, au Sahara, ailleurs? Oui, en 76, c'était un peu ça. En 76, j'ai subitement eu peur à un moment donné. J'ai eu peur de la guerre. Je commençais à dire, chaque fois que je rentrais sur Beyrouth, je téléphonais à des amis, c'est très naïf, en disant, cette fois-ci, j'ai l'impression que j'y échapperai pas. Et puis j'ai dit, bon, maintenant, il faut changer, il faut aller ailleurs, il faut voir un autre univers. C'était aussi pour des raisons de cinéma, il faut être honnête. Je voulais me prouver à moi-même que voir ce que je pouvais faire et puis oui, parce que vous aimez voir ce une métier, autre tout réalité. simplement. Oui, il y avait moi qui continuais à vivre, ce qui est assez sain. Et puis petit à petit, elle a commencé à me peser. Chaque fois que je rentrais à Beyrouth, je tenais plus le coup aussi longtemps. Je voyais qu'autour de moi, les gens s'effondraient. Par exemple, les gens n'avaient plus envie de se retrouver. Avant, il y avait une atmosphère, des groupes d'amis qui se retrouvaient, qui continuaient à réfléchir, à penser, à tenter de faire. Puis je découvrais que les groupes se dissolvaient, que les gens n'avaient plus envie de se voir. Et cette fois-ci, là, les gens n'ont même plus envie de se téléphoner. On rentre à 8 heures du soir, couvre-feu. Couvre-feu qui dure 5 mois. On se jette dans le travail toute la journée, histoire de survivre, de sentir qu'on existe, de créer, puisque chacun crée à sa façon. Puis après, on se referme, parce qu'on sait que l'autre est aussi atteint que vous êtes très atteint. Alors on se ferme complètement dans une tour, histoire de pouvoir avoir le souffle pour le lendemain. On n'a même plus le souffle pour parler aux autres. Donc la guerre commence à vous atteindre de plus en plus, de vous user. Il ne s'agit plus de flirt, il ne s'agit plus de séduction. C'est des mots bizarres en parlant de la mort. Mais parce que la ville de Beyrouth est très trouble. C'est un peu comme une femme qui peut vous trahir, revenir subitement alors que vous y attendez pas. C'est-à-dire, c'est disons une relation, si je ne dois pas dire une femme ou un homme, une relation très passionnelle qu'on a avec cette ville. Peut-être parce que c'est une ville où il y a la mort en permanence et que en même temps, on essaye de fuir le rapport malsain. C'est pas, puisque c'est pas, on va pas à sa recherche, mais qu'il est là et qu'il faut composer avec lui. C'est un partenaire. J'aimerais citer une expérience que vous avez également vécue dans votre métier. Vous avez été assistante à la mise en scène, assistante de réalisation avec Volker Schendorf sur le film Le Faussaire. Le Faussaire dont on sait qu'il a été tourné à Beyrouth. Et je rappelle peut-être très vite l'histoire. C'est l'histoire d'un journaliste ouest-allemand qui se retrouve pris donc dans cette guerre à Beyrouth et qui la vit d'une façon très personnelle. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez vu le film. Est-ce que cette expérience et ce film-là vous a un petit peu conduit à votre propre tentative? Oui, après, moi, on parlera peut-être quand même du sujet de votre film. On a toujours oui, pas bien donné. sûr. Non, c'est mieux comme ça. Mais tant qu'il n'est pas réalisé, il vaut mieux euh, parler de celui des autres. Parlons du faussaire. Et comment certainement, l'avez-vous jugé? c'est-à-dire ce qui m'a apporté, c'est cette vision, subitement la différence, la distinction entre le documentaire et la fiction. Volker Schlondorf tournait sur des lieux où moi j'avais tourné, où j'avais vu des gens mourir, où j'avais vu des maisons brûlées, où j'avais vu des explosions. Et subitement, je le voyais, lui, s'amuser avec bizarrement ces mêmes figurants qui étaient des vrais combattants, puisque j'avais été assistante, donc je m'étais un petit peu occupée de cette figuration. Et j'avais ramené des visas, des êtres que je connaissais. Donc je les voyais subitement s'amuser, faire des roulés-boulés de Jouer à la 3 guerre. étages, alors que j'avais vu leurs amis mourir. Et ça m'a beaucoup perturbée. Mais il y a eu subitement un moment comme ça où je me suis dit, tiens, c'est ça la fiction. Je me suis, comme si je passais un cap. Ceci dit, c'était très très troublant. Surtout qu'il y avait des lieux où on tournait, on se retirait juste après. Il y avait des explosions, la guerre continuait. Et je leur en voulais, j'en ai même voulu à Volker pendant assez longtemps, de jouer comme ça avec cette guerre, de jouer avec cette ville. Et je considère qu'ils sont quand même restés un peu distants. D'ailleurs, c'est ce que je reproche aux faussaires. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas la possibilité de rentrer dedans parce qu'ils étaient de l'extérieur. Mais moi, ça m'a fait faire franchir le cap. Il m'a fallu C'était encore aussi une 3 très grosse ans. production allemande qui venait sur les lieux. Vous l'avez senti peut-être
comme cela? Est-ce parce qu'il n'était pas libanais, qu'il ne travaillait pas Non, beaucoup c'est parce que je ne savais pas ce que c'était que la fiction vraiment. C'est-à-dire pour comprendre ce qu'on invente de nouveau au cinéma, parce que c'est tout un nouveau monde qu'on recrée, on doit pendant un moment oublier le monde réel. On vit comme dans... Enfin, du moins, c'est mon sentiment, je me trompe peut-être. C'est comme si on est en lévitation pendant un temps. Quand on est en lévitation, on ne regarde pas ce qui se passe vraiment autour, on est obligé de l'ignorer. D'ailleurs, aujourd'hui, pour pouvoir faire ce film et pour foncer comme je le fais, je me dis, j'essaye d'oublier la réalité. Si je l'ai prise en considération au départ, je sais que c'est de pire en pire, mais je me suis constituée un univers complètement extérieur pour pouvoir, extérieur à la réalité que j'essaye de nier. Par exemple, à Beyrouth, je lis les nouvelles le soir. Pendant toute cette période de préparation que je faisais, je lis pas le journal le matin, parce que si je le lis le matin, je suis aussi atteinte d'immobilisme. Je comprends plus la raison d'être, pourquoi aller faire telle ou telle chose, puisqu'il y a des gens qui meurent. C'est toujours cette relativisation qui est très troublante. Donc moi, il faut se créer un univers où on oublie un peu la réalité. Et lorsque je travaillais sur le Schlondorf, j'arrivais pas à l'accepter encore parce que j'étais totalement impliquée. Ce qui me permet peut-être aujourd'hui de faire une fiction et de décoller, c'est peut-être parce que j'ai l'impression qu'on a atteint une sorte de limite, un point de non-retour dans cette violence. Du moins, moi, je crois qu'il y a aussi toute une série de personnes qui ont atteint ce point. Donc je me considère comme un droit, histoire de survivre, c'est pas un droit moral, histoire de dire peut-être que je peux recommencer à trouver une pensée, une idée. Parce que j'ai eu l'impression que cet été, c'était la fin d'une idée, la fin d'une certaine façon de penser. Et on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Il est temps de parler de votre sujet, Jocelyne Sab. On va l'aborder assez rapidement, effectivement, puisque le film n'est pas fait, mais le scénario est bel et bien écrit. Il me semble aussi que les personnages que vous décrivez vivent une sorte d'état de grâce dans cette ville. Et ça correspond, je trouve, beaucoup à ce que vous êtes en train de nous dire. Est-ce qu'on peut très brièvement résumer l'histoire? Commencez par le titre, d'ailleurs, qui est fort beau. J'ai beaucoup de mal. En fait, pour l'instant, le titre est en arabe. C'est Ras el Banat. Mais je peux vous le traduire. Je crois qu'il donnera une idée du film, peut-être. Ce sera plus facile de le résumer comme ça. Ras el Banat, c'est 3 choses. C'est, dans la poésie arabe, la poésie des femmes, le charme des femmes, la séduction des femmes que chantent les poètes arabes depuis plusieurs années, plusieurs siècles. C'est la barbe à papa, toute bête, cette chose rose comme ça qui fascine les enfants et qui me fascine à moi aussi parce que la couleur est tellement naïve et que la forme aussi est très naïve. Et c'est aussi l'idée de quelque chose qu'on essaye de saisir et qui s'en va de vos mains tout de suite parce qu'ils font. Et donc c'est un peu cette utopie. Donc il y a ces 3 significations. On devinera plus tard ce que c'est que le film. Non, ce que je peux vous dire de plus, c'est quand même que c'est un conte oriental, que c'est l'histoire de 2 générations dans la guerre, c'est comment elles ont été touchées et comment, effectivement, la guerre vous fait vivre des situations qu'on ne vit nulle part ailleurs. Vous avez appelé ça un état de grâce. C'est vrai qu'il y a de ça, mais il y a aussi l'autre côté terrible. C'est l'état de grâce pour survivre, mais l'autre côté qui fait qu'on est blessé, on est cassé et qu'on essaye de s'en sortir. Et qu'aussi, ces 2 personnes, ceux dont on a beaucoup parlé, vivent très très proches avec la mort. L'un des personnages, qui est l'homme de 40 ans, sur le point du suicide, désespéré, impuissant devant une réalité, et une petite fille, elle, qui est elle la guerre, qui est elle la mort, et qui séduit cet homme obligatoirement, parce qu'à travers elle, il va redécouvrir sa ville, il va redécouvrir la vie aussi, et cette petite fille sera une sorte de sursis dans sa vie, sur un temps indéterminé, avant que la guerre ne les touche vraiment. Maintenant, donc, c'est un peu voir la guerre de l'intérieur, ce qu'on voit jamais. Schlondorf, comme beaucoup d'autres films sur la guerre, c'est toujours l'étranger qui vient regarder. La guerre est un décor. On raconte très rarement la guerre vue de l'intérieur, par les gens. Ceux qui la font pas, il y a ceux qui la font, il y a ceux qui la rapportent, il y a ceux qui la vivent. Moi, je la raconte du côté de ceux qui la vivent et qui la subissent, et ce qui leur arrive. Et ceux-là, parce qu'ils sont obligés d'être là, ou bien ils ont choisi, bon c'est rare ceux qui choisissent, disons, on est une minorité, mais ceux surtout qui la subissent. Et quel est ce phénomène? Et en même temps, c'est une sorte de... J'en arrive à une sorte de méditation sur la vie et la mort, mais... bon, ça fait un grand mot, méditation sur la vie et la mort, je ne vais pas me prendre au sérieux, mais disons... Tout ça raconté d'une façon très simple, avec des mots d'enfant. Sur le mode du conte, c'est vrai que sur le mode du conte. Les dialogues sont comme ça. Et parce que je crois que c'est ce qui touche le plus tout le monde. Je crois que
quand on raconte une histoire si les enfants aiment une histoire, je crois que les grands doivent l'aimer aussi, parce que elle est encore vraie, il n'y a pas de sophistication, elle va directement aux choses. Et raconter un conte quand on parle de la mort et de la vie, puis aussi c'est une histoire d'amour, attention, je ne l'ai pas oublié celle-là. Parce que... Et puis il y a des personnages très forts. Il y a par exemple le père de cette petite fille, c'est bien lui qui va chercher partout dans Beyrouth des briques et des pierres oui, pour tenter de vous reconstruire divulguez la ville. Alors, des secrets, je vous arrête net, parce que je pense qu'il ne faut pas encore parler de ce film, parce que je suis en pleine recherche. Chacun des personnages, effectivement, porte la guerre à sa façon. On peut parler quand même de l'importance que vous donnez au lieu. Oui, je préfère ça plutôt que de vous parler de l'histoire. Je peux vous dire que si je tiens à Beyrouth, et Dieu sait si j'ai eu du mal à convaincre des producteurs en disant « Mais allez tourner dans toutes les autres villes, vous aurez des décors magnifiques. » Puis les producteurs, ils parlent tout de suite argent, c'est moins cher, c'est plus sûr. Eh bien non, pas question, parce qu'il y a une sorte de magie dans Beyrouth. Et il y a une force de la chose. J'ai tourné des images en période de guerre. Et au moment où je les ai regardées, j'ai dit, tiens, mais c'est pas moi qui ai mis ça dedans. Il y a quelque chose qui se dégage de cette ville, le côté dramatique, le côté blessure, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et puis, tourner un film et en même temps avoir cette situation très violente. Mais une chose importante aussi, avec une équipe qui a envie de se rendre sur les lieux, qui a envie de découvrir les lieux. Donc, cette permanence d'une fiction, d'une histoire qu'on invente et d'une réalité qui finalement n'est pas très loin de nous, qui continue à se dérouler, peut provoquer peut nous permettre de rendre cette réalité peut-être plus forte. Vous aimeriez travailler avec une équipe locale, c'est ce que vous avez choisi? Non, je crois que pour la question que vous m'avez posée tout à l'heure, à savoir que les gens sont atteints d'immobilisme, et je les comprends, que les gens sont comme des morts vivants. Moi, j'ai des amis qui sont enfermés chez eux, dans leur maison, qui bougent plus, qui vont à leur travail, histoire de sortir de chez eux, mais qui ne créent plus, qui ne font plus pour cette raison, et que je ne peux pas reprocher aux gens qui sont là-bas, même aux gens de cinéma, parce qu'ils n'ont peut-être pas la même conviction que moi, c'est pas leur histoire, ils ont leurs problèmes personnels. Je me suis encadrée d'une équipe étrangère avec quelques amis qui sont autour de moi, libanais, comme pour venir complètement de l'extérieur, de rester homogène. Et c'est un peu une condition pour pouvoir réaliser ce film. Parce que ceux qui viennent de l'extérieur n'ont pas encore eu le temps d'être marqués par cette maladie de Beyrouth. C'est une vraie maladie, la maladie de la mort. Et ils auront pas le temps d'être marqués par elle. Moi, j'essaye de me préserver. Je sors très souvent de la ville. Je la quitte parce qu'elle m'étouffe, elle me monte à la gorge. Donc je quitte et je reviens. J'essaye de respirer, reprendre un peu de cette normalité. Au début, depuis la guerre, je me demandais, je me disais, est-ce que la normalité, c'est là, à Beyrouth, ou est-ce que c'est à Paris ou à Londres ou ailleurs, dans n'importe quelle ville? Maintenant, je me pose plus cette question. Je dis non, la normalité, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Parce qu'au début, comme je te disais, on est séduit par... on atteint une sorte d'authenticité, de vérité. On va droit aux choses. Les problèmes importants, c'est l'eau, la lumière, le pain, c'est survivre. Donc, il y a une petite euphorie. Hein. Il faut être honnête avec soi-même. On est séduit par ça. Mais on sait que c'est euphorique. Maintenant, cette euphorie, elle a été tellement, disons, souillée par plein de choses. Pourtant, elle réexiste par moments, mais qu'on peut plus jouer avec. On peut plus se laisser prendre par elle. Donc, la normalité, c'est pas là. C'est pas s'entretuer. C'est pas vivre sous la violence. Quel âge avez-vous, Jocelyne Saab? 35 ans. Et beaucoup de projets? J'espère, oui. En tout cas, pour l'instant, celui-là. Et après, l'envie de respirer. Parce que j'ai l'impression que je vis quand même dans une énorme angoisse. Pas de ne pas pouvoir faire, mais l'angoisse de cet univers qui m'entoure, qui est pesant, qui me mine quand même. Mais le fait de créer, pour revenir à ça, me sauve. Maintenant, j'espère pouvoir bien créer, pouvoir aller jusqu'au bout. Mais c'est surtout entouré de cette équipe que j'ai choisie, que je pense que j'y réussirai. Mais après, certainement, l'envie d'espace, l'envie d'air, l'envie de pouvoir m'occuper à des choses simples, à savoir marcher dans la rue, sortir à 11 heures, regarder la lune tranquillement. Pas regarder la lune en sachant que dessous, je vois des bateaux de guerre qui, au réveil, vont envoyer des obus et tuer des milliers de personnes. Des choses simples, simples, simples. Merci, Jocelyne Saab.